Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 10 juillet 2024. Dans les actualités de ce jour, parlons social pour commencer. Le délestage tournant sur le réseau interconnecté d'Antananarivo et les régions approvisionnées par ce RIA se poursuivra encore 2 jours selon le directeur général de la Jirama aujourd'hui. L'huile lourde est arrivée à Tuamas et la compagnie Jovena commence maintenant l'étape de sa distribution selon les explications rapportées par Aniena Martinez, Sylvain et Secha Angenab dans ce reportage. Le navire qui transporte l'huile lourde faisant tourner les groupes électrogènes est arrivé ce matin à Tuamas. Néanmoins, diverses étapes doivent être respectées avant que ce carburant puisse être utilisé par les groupes électrogènes, raison pour laquelle le délestage tournant sur le réseau interconnecté d'Antananarivo sera toujours effectif pour 2 jours, que ce soit dans la capitale que dans les autres régions concernées, selon le directeur général de la Jirama aujourd'hui. La Jirama possède déjà des réserves à travers la société Jovena et c'est ce qui a permis de faire fonctionner le RIA depuis ces quelques jours tout en l'économisant, souligne le directeur général de la Jirama. Il est à rappeler que cette société d'État réduit déjà l'utilisation d'huile lourde dans sa stratégie de redressement et s'engage davantage dans l'exploitation des énergies renouvelables pour la fourniture d'électricité de la Grande Île. Toujours au niveau de la Jirama, le redressement de cette société d'État nécessite d'énormes financements, a déclaré aujourd'hui le directeur général de l'entreprise, Ron Weiss. Toutes les installations existantes sont vétustes et qu'il s'agisse de l'approvisionnement en eau ou en électricité et les productions ne sont plus en mesure de répondre aux besoins des usagers. Cependant, il existe déjà une subvention de 15,5 millions d'euros financée par la Banque mondiale pour les travaux urgents, a déclaré aujourd'hui le directeur général de la société d'État Jirama. Toujours un reportage de Aniena Martina, Sylvain et Secha Angenab. Le plan de redressement de la société d'État Jirama a été établi 2 mois après que le nouveau directeur général de la société, Ron Weiss, ait pris sa direction. Il a été soumis au gouvernement, a déclaré aujourd'hui le directeur général. La priorité de ce plan est de réduire les dépenses de l'entreprise, d'améliorer les revenus de l'entreprise et que les grandes entreprises s'acquittent de leurs dettes auprès de sa société. Mais le plus important est la capacité de cette entreprise publique à payer ses dettes envers les compagnies pétrolières et les fournisseurs d'électricité qui s'élèvent actuellement à 1 500 milliards d'ariars. Selon Ron Weiss, cet argent est divisé en 2 parties, dont la part de 120 milliards d'ariars est due aux petits fournisseurs et le reste aux compagnies pétrolières et aux fournisseurs d'électricité. Le responsable financier de la société a déjà reçu des instructions sur le versement mensuel de ces 120 milliards d'ariars. Il est toutefois difficile de résoudre le problème pour les grandes entreprises. Il y a déjà plusieurs suggestions proposées au gouvernement pour résoudre ce problème. La Jirama, quant à elle, promet de s'acquitter de ses dettes, ajoute le DG de la Jirama. Par ailleurs, la Jirama a reçu une aide financière de la Banque mondiale pour réaliser les travaux urgents. 5,5 millions d'euros pour l'électricité et 10 millions d'euros pour l'eau. Cela comprend le matériel d'entretien, les accessoires nécessaires aux travaux de reconstruction et de remplacement des compteurs et bien d'autres. Cependant, il reste encore beaucoup de travaux nécessaires pour améliorer les services, a déclaré le directeur général de l'entreprise. Nous sommes actuellement en discussion avec des bailleurs de fonds pour pouvoir obtenir des financements pour construire de nouvelles infrastructures, telles que les centrales électriques, les nouvelles sous-stations et les usines de traitement d'eau. De nombreuses tâches doivent être accomplies par l'entreprise avant d'améliorer les services. Cela inclut également l'élimination des vols et de la corruption au sein de l'entreprise, affirme le DG de la Jirama. Le montant total nécessaire à la Jirama pour tous ces travaux sera connu vers la mi-août. L'entreprise n'augmentera plus sa dette, explique Ron Weiss, directeur général de la Jirama aujourd'hui. Parlons à présent projet présidentiel concernant la construction de l'autoroute reliant Antananarivo et Tuamas. Les travaux de la première partie du projet sont en bonne voie. Cette partie longue de 80 km reliant Antananarivo et Anzourbe. Toutes les procédures administratives et techniques sont déjà achevées selon les explications émanant du ministère des Travaux publics et ces travaux ont été coordonnés avec les études menées notamment sur le plan social, environnemental et culturel. Les détails avec Mervoula Sferem et Bras Denilson. La construction de l'autoroute reliant Antananarivo et Tuamas est un projet stratégique. Le marché public concernant les travaux se divise en 2 parties. La première partie est déjà définie si la deuxième partie est encore en cours d'étude. Les travaux de la première partie, longue de 80 km, reliant Antananarivo et Anzourbe, sont en bonne voie.
Après les études et la rencontre directe avec la population, le permis environnemental est sorti au mois de septembre 2023. Des propositions ont été sorties pour veiller à la protection de l'environnement, de la santé et de l'ordre. Le ministère des Travaux publics a également exigé à l'entreprise titulaire des travaux des changements de tracé pour que celui-ci ne traverse plus les tollways. Ainsi, les rizières devraient être préservées, sauf si le passage est techniquement nécessaire et inévitable. Après l'achèvement des travaux de la première partie, débuteront les travaux de la deuxième partie, longue de 180 km, reliant Nzozurbe et Touamassn, selon les explications. Cette autoroute disposera des infrastructures y afférentes, notamment des aires de repos et des péages. Toujours au niveau des infrastructures, dans le cadre des projets présidentiels, les responsables sont actuellement en train de restaurer entièrement le gazon du terrain de football du stade Baraya Mamassn, affirme le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. D'un autre côté, le choix entre du gazon synthétique et du gazon naturel reste du ressort de l'État. Reportage sur les images de Zahran Jens. Le gazon a été à l'origine du problème qui a empêché Madagascar d'accueillir récemment les éliminatoires pour les qualifications à la Coupe du Monde de football, notamment les 4e et 5e journées des éliminatoires. En effet, le stade est déjà aux normes au niveau international, alors que le gazon a été fortement dégradé du fait de ses diverses utilisations selon les explications. Le gazon a donc été totalement enlevé et sera remplacé. Néanmoins, le choix entre du gazon naturel ou du gazon synthétique reste du ressort de l'État. Selon les informations, l'équipe nationale malgache de football a déjà 3 fenêtres de match dans le cadre des qualifications au championnat d'Afrique des Nations ou CAN. Il y aura 2 matchs au mois de septembre, un en octobre. Il y aura également un autre match pour le mois de novembre. Les responsables du stade attendent encore les décisions si le stade Baraya accueillera la totalité ou une partie de ces matchs. Pour l'instant, affirme le SENVH, les travaux de restauration de la pelouse sont déjà en cours et seront accélérés si l'État décide d'accueillir ces matchs. L'objectif est de pouvoir recevoir tous les matchs disputés par les Baraya de Madagascar. Dans les actualités de ce jour également, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est toujours ouvert au dialogue pour résoudre les problèmes des étudiants de l'université. Compte tenu des différentes revendications des étudiants, notamment le paiement des bourses, les responsables du ministère ont apporté des explications aujourd'hui lors de leur rencontre avec les représentants des étudiants. Il a été annoncé que la 2e édition du calendrier des bourses pour ces étudiants sera publiée avant vendredi. Reportage. Aujourd'hui, le directeur des bourses nationales et extérieures, le directeur des finances et les membres du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont rencontré les représentants des étudiants de l'université pour apporter des explications sur les différentes revendications de ces étudiants. Il a été abordé entre autres la rectification du paiement des bourses des étudiants qui ne disposent pas de carte d'identité des 3 premiers mois. Il a également été annoncé que le calendrier des bourses pour cette 2e vague sera publié avant vendredi. Selon les informations, l'organisation du paiement des bourses du 4e au 6e mois a été approuvée en Conseil des ministres du 3 juillet dernier. Concernant les autres demandes, comme l'approvisionnement d'eau, les responsabilités sont à partager entre le ministère et l'université pour les travaux. Pour la connexion, le ministère a déjà engagé des discussions pour résoudre le problème. Les responsables ont confirmé que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique donne la priorité aux recherches de solutions et est toujours ouvert au dialogue. Dans un tout autre sujet à présent, toujours dans la page sociale, le cas de traite de personnes peuvent être rencontrés quotidiennement au sein de la société, que ce soit dans le pays qu'à travers le monde. Ces cas nuisent à la dignité et à l'intégrité d'une personne. Ainsi, des mesures doivent être prises pour l'éradiquer. Parmi les stratégies mises en place par le Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains ou le BNLTEH au sein de la primature figure la prévention à travers la collaboration avec les sociétés civiles, mais aussi la formation des journalistes comme celle qui s'est tenue la semaine dernière à Anoussi. Reportage. Le fait de recruter quelqu'un et de l'exploiter dans un endroit loin de ses proches ou de sa famille pour des profits financiers ou personnels est défini en général comme une traite de personnes. Ces pratiques nuisent à la dignité et à l'intégrité d'une personne et peuvent même entraîner la mort de cette dernière.
raison pour laquelle l'État, à travers le BNLTEH, au Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains au niveau de la primature, y accorde une attention particulière. Ce service vise la prévention et la lutte contre la traite des personnes à Madagascar. Les exploitations sexuelles, les cas des petites bonnes sont les plus rencontrés à Madagascar. Par ailleurs, plus d'une dizaine de milliers de films pornographiques circulent dans le pays, lesquels sont des cas de traite de personnes pour la plupart, d'après les explications. Le fait de faire travailler une personne en dehors du cadre de son contrat de travail et des normes du travail résultant à l'exploitation de cette personne est aussi un cas de traite d'êtres humains. De ce fait, la traite des êtres humains peuvent être rencontrés dans divers domaines de la vie et peut être rencontrée quotidiennement. À cet effet, le BNLTEH a mis en place des stratégies à travers une politique nationale de lutte contre cette pratique. Un plan d'action est mis en œuvre par le BNLTEH en collaboration avec les sociétés civiles comme le Women Lead Movement Madagascar ou WLM qui possède un projet appelé ELEDGE visant à la réinsertion socio-économique des femmes victimes des violences basées sur le genre et de la traite de personnes. Ce projet vise à accompagner ces femmes à se relever et à retrouver leur dignité au sein de la société, notamment par le biais des formations. Parmi les stratégies mises en place par le BNLTEH figure également la formation des journalistes, comme celle qui s'est tenue la semaine dernière à Annecy. Des milliers de jeunes issus de différents établissements de la capitale se sont réunis aujourd'hui à Konjan pour célébrer la journée nationale des réseaux d'honnêteté et d'intégrité, un événement sous l'égide du Bianco. Les jeunes ont une grande responsabilité dans la lutte commune contre la corruption, a déclaré aujourd'hui le directeur général du Bianco dans ce reportage de Oumian Rassaman et Anzara Zonarville. Des jeunes courageux qui ont de l'ambition pour réduire la corruption pour développer le pays, tel est l'objectif fixé pour les jeunes qui ont un rôle important dans la lutte contre la corruption. Cela commence par un changement de comportement, notamment ne pas être à l'origine d'une corruption et ou accepter d'être corrompu. Cela fait 10 ans que Bianco accorde une attention particulière aux jeunes dans la lutte contre la corruption. Et l'événement d'aujourd'hui en fait toujours partie, marquant la journée nationale des réseaux d'honnêteté et d'intégrité qui s'est tenue à Konjan. Un événement conçu pour encourager, éduquer et impliquer les jeunes étudiants dans la lutte contre la corruption. De nombreuses activités, telles qu'un concours de poésie et de slam, ont été organisées pour marquer cette journée nationale des réseaux d'honnêteté et d'intégrité. Un événement qui a été réalisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Puis au final, on passe aux soutenances. La réussite à cette phase n'a rien à voir avec la chance. Cependant, on ne sait pas si parmi les membres du jury, il y a la transparence. Il y aura donc des diplômés par dignité, par mérite et d'autres parce qu'ils ont une famille riche. Vous dites que c'est pas juste, mais de toute façon, il n'y aurait pas de cas pareil si ce quelqu'un a su dire non à la corruption. Passons à présent aux actualités internationales. Exilée en Allemagne, Yulia Navalnya est accusée par Moscou de participation à un groupe extrémiste. La Russie a émis aujourd'hui un mandat d'arrêt contre la veuve d'Alexei Navalny, l'opposant mort en détention en février dans une colonie pénitentiaire russe. Le point avec France 24. Depuis la mort d'Alexei Navalny, elle a repris le flambeau de la résistance à Vladimir Poutine. Yulia Navalnaya vit en exil à Berlin, d'où elle ne ménage pas ses critiques envers le Kremlin. Désormais, retourner en Russie signifierait pour elle la prison. Un tribunal de Moscou vient d'ordonner son arrestation pour appartenance à un groupe extrémiste. L'opposante a aussitôt réagi en demandant à ses soutiens de ne pas se concentrer sur cette décision, mais sur la bataille à mener contre le président russe. Vladimir Poutine est un meurtrier et un criminel de guerre. Sa place est en prison et pas quelque part à La Haye, dans une cellule confortable avec une télévision, mais en Russie, dans la même colonie pénitentiaire et dans la même cellule de 2 mètres sur 3 dans laquelle il a tué Alexei. Alexei Navalny, longtemps ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, est mort dans des circonstances troubles en février dernier, dans une prison de la région arctique, où il purgeait une peine de 19 ans. Sa veuve avait alors accusé Poutine de l'avoir tué et de forcer la mère du dissident à accepter un enterrement dans le secret. Depuis, elle a rencontré plusieurs dirigeants internationaux, comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et Joe Biden. Yulia Navalnaya est en lieu sûr à Berlin. Peu après le début de l'invasion de l'Ukraine, les pays de l'Union européenne ont annoncé cesser les extraditions vers la Russie.
Et en marge du sommet de l'OTAN à Washington, plusieurs pays de l'Alliance, dont les États-Unis, ont confirmé mardi l'envoi à l'Ukraine d'un total de 5 systèmes de défense anti-aérienne dont 4 batteries de Patriot. La Russie ne gagnera pas, a assuré le président américain Joe Biden. France 24. Les systèmes de défense Patriot promis par Joe Biden à l'Ukraine pour inaugurer ce sommet de l'OTAN à Washington, ces systèmes auraient été bien utiles pour protéger l'hôpital pédiatrique de Kiev contre les missiles russes ces derniers jours. N'attendez pas l'hiver pour nous aider, a déclaré Volodymyr Zelensky, qui sera pour les prochains jours au centre de toutes les attentions des 32 chefs d'État et de gouvernement qui participent au sommet. On l'aura compris, il s'agira donc bien d'abord d'Ukraine dans les déclarations des représentants des pays membres de l'OTAN réunis pour ce 75e anniversaire de l'organisation. En coulisses, derrière les portes fermées, des bilatérales et des réunions, on parlera aussi beaucoup de Chine, évidemment, de la menace toujours présente sur Taïwan et de la bataille pour le contrôle stratégique du Pacifique. En somme, rien de vraiment nouveau pour ce sommet qui ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme auprès des principaux dirigeants. Joe Biden, empêtré dans l'affaire de la contestation de sa candidature par de plus en plus d'élus démocrates ici, Emmanuel Macron bien sûr, dont il est inutile de rappeler l'actualité politique, et même Olaf Scholz, le chancelier allemand, dont la situation n'est pas beaucoup plus enviable. Mais pour les médias américains, l'Ukraine, Vladimir Poutine et la Chine passeront au second plan, c'est certain. Une seule chose compte vraiment ici pour l'opinion américaine. Joe Biden va-t-il réussir à accueillir ce sommet sans commettre la maladresse de trop, celle qui pourrait faire que la semaine prochaine, la question de son remplacement dans la course à la présidentielle prendrait encore plus de place dans l'actualité américaine? Toujours à l'international, parlant présent football, l'Espagne a battu la France hier en demi-finale de l'Euro 2024. Les Bleus de Didier Deschamps avaient pourtant ouvert le score, mais la Roya les a vite renversés avec une compétition sans briller. Ils sortent sans gloire. France 24. L'Arena de Munich, illuminée aux couleurs de la France et de l'Espagne, mais il y a bien une seule de ces deux nations qui va donc disputer la grande finale de ce championnat d'Europe prévu ce dimanche à Berlin. Et cette nation, c'est l'Espagne. Victoire 2-1 face à la France. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Bleus dans ce tournoi. Dès la 9e minute, Kylian Mbappé, qui pour une fois jouait sans son masque suite à sa fracture du nez, a bien servi. Randal Kolo Muani, l'attaquant du PSG, a marqué de la tête. Petit événement, c'est le premier but de l'équipe de France dans le jeu après une action dans ce championnat d'Europe. Mais la réaction espagnole n'a pas tardé. Quelques dizaines de minutes plus tard, Lamine Yamal a égalisé. L'attaquant qui joue au FC Barcelone a envoyé une magnifique frappe en pleine lucarne. Événement, là aussi, du haut de ses 16 ans, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans une grande compétition. Il a même battu le record d'un certain Roi Pelé qui datait de 1958. Et après le but de Lamine Yamal, c'est Dani Olmo qui a donné l'avantage aux Espagnols en première période. La suite du match, ça a été une leçon de maîtrise de la part de l'Espagne, bien supérieure techniquement. Les Espagnols, Didier Deschamps du côté français a bien tenté quelques remplacements en faisant entrer notamment Antoine Griezmann et Olivier Giroud, mais les Bleus ont été totalement impuissants. Quelques maigres occasions et l'égalisation n'est pas venue. L'équipe de France s'arrête donc en demi-finale de cet Euro. Forcément, il y a beaucoup de déceptions du côté français qui espérait disputer une deuxième finale consécutive dans un grand tournoi, puisqu'on le rappelle, la France est aussi finaliste de la dernière Coupe du Monde. Évidemment, il sera le temps de faire le débrief plus tard de cet Euro et de faire le point sur les choix opérés par Didier Deschamps. Mais en attendant, la suite de la compétition, ce sera dès ce mercredi avec l'autre demi-finale, l'Angleterre face aux Pays-Bas, et l'une de ces deux nations affrontera donc l'Espagne pour la finale de cet Euro à Berlin dimanche. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon site de programme et restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Dynastie. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.